Jennifer a réuni une équipe de généalogistes bénévoles pour un week-end de recherche intense afin de faire avancer l'enquête. Bien, on va parcourir les bases de données à la recherche de résultats qui pourraient nous aider à résoudre cette nouvelle affaire, l'inconnu du wagon réfrigérant. Avant cela, l'équipe scientifique de Kelly a prélevé la racine d'une des molaires exhumées et a réussi à en extraire de l'ADN. Cet ADN a pu être comparé aux différentes bases de données regroupant les profils ADN de millions de personnes à la recherche de leurs ancêtres. Le moindre lien génétique détecté est filtré et signalé à l'équipe. Voyons ce qu'on peut trouver. Des milliers de profils correspondent. Mais même les plus proches partagent à peine assez d'ADN pour être des cousins éloignés de l'inconnu. Bon, je vois qu'on a affaire à un cas plus complexe que d'habitude, mais faisons de notre mieux. Si l'équipe parvient à retrouver des ancêtres de différentes familles à l'aide des correspondances, puis à identifier l'individu qui les unit, elle pourrait remonter jusqu'à la victime. On utilise des archives publiques, des avis de décès et des journaux pour réunir un maximum de pièces du puzzle et tenter de les relier entre elles. Mais plus on remonte dans les générations, plus ça se complique. Quand on s'intéresse à la généalogie afro-américaine, dès qu'on remonte au-delà de l'abolition de l'esclavage, le nom des personnes qui ont été esclaves n'est plus enregistré. Ça, c'est un recensement fédéral datant de 1860 qui inclut les esclaves. Les seules informations fournies dans la liste des esclaves, c'est l'âge, l'ethnie et le sexe de la personne. Aucun nom ni prénom, rien d'autre. L'information la plus importante dans un arbre généalogique, c'est le nom. Si on n'a pas le nom, reconstituer un arbre de manière fiable devient quasiment impossible. Quelles sont les raisons qui pousseraient quelqu'un à voyager dans le panier à glace? À quoi ressemblait cette période de l'histoire? L'implication de la famille de Maressa dans le mouvement des droits civiques remonte à l'année du décès de la victime. C'est lui. Moi, je me souviens de lui comme mon tonton chéri. Mais le public l'appelait Mukasa, Papa Rix. Quand j'étais petite, j'adorais quand mon oncle nous rendait visite. Il nous racontait plein d'histoires sur Martin Luther King Jr. avec qui il préparait le mouvement des droits civiques. Une des formes de discrimination auxquelles le mouvement s'attaquait étaient les voyages longue distance. En 1961, voyager n'était pas simple pour les Afro-Américains. Que ce soit en transport public, par exemple en car ou même en stop, ils ne savaient jamais à quoi s'attendre. Ils n'avaient aucun moyen de prévoir comment ça allait se passer. Quand des activistes ont manifesté contre la ségrégation imposée dans les autocars grandes lignes, la réponse a été particulièrement violente. When the bus finally pulled out of the terminal, the mob went to work on the bus sides, windows, and tires. Finally, one of them cut out a rear side window and threw a bomb through it. Si ça se trouve, le train était le moyen de transport le moins dangereux pour cet inconnu noir qui voulait traverser le pays.